Quand le ministre Darmanin se faisait conseiller fiscal du PSG au détriment du Trésor public, c'est le titre d'une nouvelle enquête signée Mediapart qui révèle qu'à l'été 2017, Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes publics, a aidé le PSG à économiser des dizaines de millions d'euros de taxes lors du transfert de Neymar, la star du football. Un tour de passe-passe réalisé au nez de l'administration française avec l'aide de celui qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Le scandale est immense, mais ne bénéficie de quasiment aucun écho médiatique dans l'audiovisuel français. Pour en parler, je reçois tout de suite le journaliste qui signe cette enquête, Yann Philippin. Bonjour. Alors, merci déjà d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Déjà, on va commencer par la première question. On va se pencher sur le contexte, parce qu'il faut qu'on comprenne. C'est une histoire à tiroir, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense. Sur cette enquête, et ce qui la rend possible, les Football Leaks, ça commence là, j'ai l'impression, enfin on le lit comme ça, c'est dans le flot immense des documents que Mediapart a pu consulter, et pas dans l'entièreté puisqu'il y en a beaucoup, que se cachaient les éléments qui ont permis vos investigations et déclenchées par une récente enquête judiciaire. Vous nous racontez ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, ça part au départ d'une enquête judiciaire, l'affaire qu'on appelle celle des barbouzeries du PSG, donc qui est une affaire très complexe à tiroir où, en gros, il y a plusieurs personnes qui sont soupçonnées justement d'avoir commis des barbouzeries, notamment des opérations de déstabilisation, des enquêtes illégales sur la base de consultation de fichiers de police, ou même du harcèlement numérique sur les réseaux sociaux, donc au sein du Paris Saint-Germain. Donc la justice enquête sur cette affaire donc à tiroir, et il se trouve que dans le cadre de cette affaire, les policiers ont saisi et exploité le téléphone portable de l'ancien directeur de la communication du club, Jean-Martial Ribes, qui était à l'époque l'un des plus proches collaborateurs du président qatari du club, Nasser Al-Khelaifi, et dans ces messages, ils ont trouvé donc la trace de cette intervention du DIRCOM, comme on dit, de Nasser Al-Khelaifi, pour faciliter le volet fiscal du transfert de Neymar. Donc ces éléments-là sont d'abord révélés par Libération, et nous avons également obtenu les mêmes éléments, et lorsque nous avons obtenu, en fait, nous sommes allés rechercher dans les Football Leaks, donc qui est une énorme fuite de données que nous avions exploitée d'abord en 2016, puis en 2018, il y avait eu 2 saisons, Exactement. Et là, en réexploitant les Football Leaks, on trouve ces éléments qu'on n'avait pas trouvés à l'époque, en 2018. Parce qu'en Même soupçonné, j'imagine. Voilà, parce que moi, déjà en 2018, j'avais fait une longue enquête dans Mediapart basée sur les Football Leaks, sur le transfert de Neymar. Mais voilà, j'avoue, à l'époque, je n'avais pas vu ce volet-là. Et en fait, c'est en assemblant les éléments de l'enquête judiciaire et les éléments des Football Leaks qu'on a pu en fait reconstituer l'histoire complète, donc qu'on vient de publier dans Mediapart. Effectivement, il y a 4 jours maintenant. Et vous faisiez donc face à ce moment-là à ce qui s'apparente alors à une affaire de gros sous, en vérité. Le PSG, pourtant détenu par le Qatari, comme le dit M. Al-Khelaifi, jouissant de moyens quasi illimités, vous le précisé dans le document, grâce à l'exploitation de gisements de gaz, ne souhaite pas payer plus de 222 millions d'euros. C'est quand même une somme importante pour récupérer Neymar au FC Barcelone. Expliquez-nous à ce moment-là, qu'est-ce qui se joue dans l'histoire à ce moment-là ? Vous le lisez plus tard, vous dans les papiers, mais qu'est-ce qui se passe ? Pardon, un tout petit point technique, parce que qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est que, en fait, le PSG vient d'être humilié en Ligue des Champions par le FC Barcelone. C'est la fameuse remontada que tous les fans de foot connaissent. Donc l'émir du Qatar est absolument furieux, parce qu'il a mis des centaines de millions d'euros dans le PSG, il y a encore une défaite, et donc il veut quelque chose de choc, quelque chose qui puisse remonter à la fois l'image et les résultats sportifs du PSG. Donc il veut une superstar, et il n'y en a pas 40 qui sont disponibles, et celle qui est disponible, en tout cas qui est prête à venir, voilà. Non, pas qui pourrait être, même qui est OK pour venir, c'est Neymar, donc on ne présente plus la superstar brésilienne. Et le problème, c'est que Neymar, il est sous contrat, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de partir. Sauf qu'en Espagne, il y a une clause légale qui n'existe pas en France, qui est interdite en France, qui s'appelle les clauses libératoires, qui fait que si le joueur paye une certaine somme, là c'est 222 millions d'euros, donc c'est une somme absolument... Fixée par le FC Barcelone, cette somme. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que Neymar y a consenti en signant son contrat. Tout à fait. Voilà, a dit, si je veux partir, il faut que je donne 222 millions d'euros. Bon. Le souci pour le PSG, c'est que le contrat dit que c'est Neymar qui doit payer. Tout à fait. Ouais. Donc Neymar doit faire un chèque de 222 millions d'euros. C'est pas tous les jours qu'on le fait, je pense. Au FC Barcelone, quelque part pour racheter sa liberté. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que techniquement, le PSG doit lui donner cet argent. Mais sauf qu'en France, comme dans tous les pays du monde, quand vous payez quelqu'un, il y a des cotisations sociales à payer. Sur des le cotisations revenu, sociales, voilà. c'est ce qui finance la Sécu. Tous les salariés payent des cotisations sociales, à la fois du côté de l'employeur et du côté du salarié. Voilà. Bien sûr, ouais. Et même éventuellement des impôts.
Alors, ce qui est un petit peu plus complexe parce que Neymar était résident fiscal en Espagne. Mais bon, donc si vous voulez, le principal danger... Il y a un calcul dans tous les cas. Voilà, le principal danger pour le PSG, c'était les cotisations sociales. Et là, ils consultent des experts, des fiscalistes, et là, c'est la cata, parce que les propres fiscalistes du club disent que c'est tangent. Voilà, parce que vous savez, les problèmes fiscaux, c'est toujours très compliqué, donc c'est difficile de prévoir à l'avance. Mais ils disent que là, le risque est fort. Et qu'ils risquent de payer plusieurs dizaines de millions d'euros, entre 60 et plus de 200 millions d'euros. Ça peut doubler la facture. Voilà, ça peut doubler la facture. Et donc, ils veulent absolument éviter de payer ça. Et alors, c'est là que le thriller commence. Donc, le directeur de la communication du PSG, en fait, contacte un vice-président de l'Assemblée nationale, macroniste, monsieur Hugues Rançon, dont il est très proche, qui est par ailleurs invité au stade, etc. C'est un détail qui n'en est pas un, ça. On reviendra ça plus tard, mais voilà. Mais ce qui n'est pas un détail, c'est qu'il est à l'Assemblée. Tout à fait. Il interrompt toute séance tenante, c'est le cas de le dire, son travail à l'Assemblée, pour venir rejoindre Nasser Al-Khelaifi, donc le patron du PSG, dans un grand hôtel parisien. Il lui explique le problème Neymar, il retourne à l'Assemblée, et là, il appelle immédiatement Gérald Darmanin. C'est là qu'il intervient. Ça se passe très vite, puisqu'on apprend que tout ça doit se faire en une semaine. Ils ont une semaine pour agir. Hein, exactement. Et donc, c'est là qu'intervient Monsieur Darmanin. Voilà. Et comment ça se passe quand ce vice-président macroniste de l'Assemblée appelle le ministre des Comptes publics? Il répond pas immédiatement. Comment ça se passe? On ne sait pas, mais en tout cas, ce que dit le vice-président de l'Assemblée au directeur de la communication du club, c'est bon, j'ai eu Gérard, il s'en occupe. Et là, il précise même que le président, donc sous-entendu le président de la République, Emmanuel Macron, est lui aussi dans la boucle. Bon. Et cette intervention du vice-président de l'Assemblée a eu, semble-t-il, des effets immédiats, vu que quasiment tout de suite après, je vous rappelle qu'il est plus de 21h, on est le soir, le numéro 2 du PSG est reçu personnellement par le directeur de cabinet de Gérald Darmanin, Jérôme Fournel, qui, pour l'anecdote, qui n'en est pas une là aussi, est aujourd'hui le grand patron de l'administration fiscale française, donc qui s'appelle la DGFiP, l'administration fiscale de Bercy. Donc on résume, intervention du vice-président de l'Assemblée qui parle à Darmanin, juste après... en pleine soirée, le numéro 2 du PSG est reçu par le directeur de cabinet de Darmanin. Ouais. Et suite à cette conversation, donc toujours la même soirée, le directeur de cabinet de Gérald Darmanin envoie donc au directeur général du PSG une note blanche. Et c'est là où c'est complètement une note blanche, on précise une note non signée. Une note non signée, voilà, mais qui est intitulée transfert joueur, donc qui parle vraiment des taxes sur Neymar. Et que dit cette note? C'est que déjà ça part mal pour ce PSG, parce que le directeur du cabinet donc de Darmanin, qui est, rappelons-le, ministre des Comptes publics, donc en charge des impôts, dit écoutez, il y a eu des cas similaires dans le domaine du rugby il n'y a pas longtemps. Et les URSSAF, donc qui sont les organismes chargés de collecter les cotisations sociales, ont dit que dans ces cas très similaires dans le rugby, il fallait payer des cotisations sociales. Et il précise, dans ce contexte, ça va être difficile pour les URSSAF, je le cite, de faire un virage à 180 degrés. C'est-à-dire d'avoir établi une jurisprudence. Tout à fait. Et de faire exactement le contraire juste derrière. Donc, à ce stade, on pourrait penser que, voilà, tant pis, c'est mort. Mais non. Ce qui est fou, c'est que dans cette même note, le directeur de cabinet de Gérald Darmanin se transforme immédiatement en conseiller fiscal du PSG et en fait leur propose des pistes pour contourner cette jurisprudence de l'URSSAF. Ça, vous avez pu le consulter nous publions même ce document. Nous avons même publié des extraits de ce document dans les colonnes de Mediapart. Ouais. Et alors, je vous passe les détails, mais en fait, ça va jouer extrêmement vite, vu que tout est bouclé en 3 jours. Le lendemain, il y a une première réunion au sommet à Bercy. Alors, on ne sait pas exactement qui y était côté Bercy. Donc, est-ce que le ministre était là? Est-ce que c'était son directeur de cabinet? Ça, on ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est que le numéro 2 du PSG y était et que c'était à Bercy. Ça ne suffit pas. Il y a encore une deuxième réunion le jour d'après, et le jour encore après, donc 3 jours plus tard, voilà, le PSG reçoit 2 superbes courriers, l'un de l'administration fiscale et l'autre de l'URSSAF d'Île-de-France, en lui disant « c'est bon, on a analysé votre situation, il n'y aura rien à payer ». C'est assez incroyable comme histoire, c'est vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, un thriller. Et malgré tout, avant cela, il y a un autre nom qui apparaît dans votre papier, celui de Nicolas Sarkozy. Vous le rappelez qu'il est quand même proche de Darmanin, qui est aussi très proche du PSG et du Qatar. Comment vous imaginez son rôle à là, je n'imaginerais, on ne sait pas. Parce qu'il y a quand même Nicolas Sarkozy, il y a aussi M. Macron, qui s'est aussi illustré quand il était ministre sous M. Hollande, dans l'affaire Uber Pop, vous vous souvenez, où il avait fait
finalement, un peu de manière similaire, arranger une entreprise privée dans comment dire, les intérêts de celle-ci, alors qu'ils sont... toutes ces personnes, que ce soit M. Rançon, le ministre Darmanin, même Sarkozy, Macron. Comment on explique ces personnes qui sont élues ou nommées dans l'intérêt général du pays en activité et avec beaucoup de réactivité pour l'intérêt de gros groupes privés, qui d'ailleurs n'ont pas forcément besoin d'aide. Alors, il faut quand même le souligner, il n'y a absolument aucun élément qui montre, qui montre même, ne serait-ce que M. Sarkozy se serait mêlé de cette affaire. Tout ce qu'on a constaté, c'est que Gérald Darmanin est un très proche de Nicolas Sarkozy, qui est lui-même extrêmement lié au Qatar, voilà, mais au PSG aussi. Voilà, c'est un grand habitué de la tribune présidentielle, c'est un très proche de Nasser El-Khelaifi. Et ce qu'il faut souligner, en fait, plus pour le contexte politique, c'est cette proximité donc de Darmanin avec Sarkozy, lui-même très proche du Qatar, et le fait qu'à l'époque, parce qu'il faut se souvenir qu'on est en juillet 2017, en fait Darmanin vient tout juste de rallier Macron. Hein, on est 2 mois. C'était 2 mois plus tôt. Les présidentielles viennent de se dérouler, et 1 an plus tôt, Gérald Darmanin était encore le porte-parole de Nicolas Sarkozy pour la primaire de la droite. Aujourd'hui encore très ami, très proche. Voilà, pour désigner donc le candidat de la droite à l'élection présidentielle, donc primaire perdu par M. Sarkozy. Et après, sur la deuxième partie de votre question, en fait, moi, je ne suis pas dans la tête de ces responsables politiques. Et d'ailleurs, on aurait vraiment aimé que, en particulier, Gérald Darmanin, mais aussi son directeur de cabinet de l'époque, et donc aujourd'hui patron de l'administration fiscale, nous répondent, nous donnent leur version des faits, nous expliquent pourquoi, en fait, ils ont agi ainsi. Et malheureusement, d'une part, ils ont refusé de nous répondre, et d'autre part, ils ne se sont toujours pas exprimés 4 jours après la publication de notre article. Alors, selon vous, qu'est-ce que cette cuisine d'arrière-boutique raconte, en vrai ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, il s'agit quand même de personnes élues, etc. Il y a vraiment... Vous dites à l'instant qu'on ne vous a pas répondu, d'ailleurs c'est ce qui frappe dans votre article aussi, hein, cette absence de contradictoire, il n'y a personne qui répond. Vous êtes habitué à cela, aux enquêtes et à ce contradictoire. Comment vous l'expliquez ? Et puis aussi à ce silence dans les médias audiovisuels. Comment vous le vivez, comment vous le percevez ? Alors le silence, franchement, je ne l'explique pas, hein, je ne suis pas dans la tête des confrères. Après, sur ce que dit cette histoire... en fait, c'est très simple, c'est une histoire de passe-droit. C'est comment, en fait, une entreprise, hein, en l'occurrence, une entreprise extrêmement puissante, détenue, quand même, il faut le rappeler, évidemment, par le Qatar, oui, par un pays étranger, en fait, arrive à obtenir un traitement complètement dérogatoire du droit commun. Ça, c'est, évidemment, si vous avez un problème fiscal et que vous allez voir le centre des impôts, vous n'aurez pas votre problème résolu de cette façon-là, en votre faveur, en 3 jours. Je crois que c'est quelque la chose leçon principale, qui est totalement inaccessible aux citoyens lambda. Et en fait, cette histoire... Elle montre en fait à la fois la puissance du Paris Saint-Germain et de son actionnaire, c'est-à-dire l'État du Qatar, et aussi en fait la proximité entre ce club et les responsables politiques, et en particulier, mais pas seulement les responsables macronistes, parce qu'on a parlé des liens très forts déjà sous Sarkozy, et ces liens en fait se sont perpétués sous Emmanuel Macron, parce que dans une autre enquête, on révèle par exemple que l'un des plus proches conseillers de M. Macron, Bruno Roger-Petit, son ancien porte-parole, en fait bénéficiait de places au carré VIP du Parc des Princes et en parallèle invité le directeur de la communication du PSG à l'Élysée. On a révélé aussi, ainsi que d'autres journaux, que ce monsieur Hugues Rançon, donc, qui a quand même été pendant 5 ans jusqu'en 2022 le vice-président de l'Assemblée nationale, donc membre du parti de monsieur Macron, lui aussi bénéficiait de places au stade, bénéficiait de maillots dédicacés de Neymar. Son fils a été ce qu'on appelle escort boy, c'est-à-dire a pu escorter les joueurs. Ça a été après. Voilà. Il y a eu des avantages avant, et là, la photo de ça, c'était juste après. Voilà. Donc on peut soupçonner que ça pourrait être une récompense pour son intervention. Mais au-delà en fait de ce maillot dédicacé et des places qu'il a eu juste après cet épisode, on voit qu'en fait il y a une relation très longue et très suivie entre donc ce vice-président de l'Assemblée nationale et le PSG, qui en fait intervenait à l'Assemblée nationale pour le compte du PSG, au point de poser par exemple une question écrite à la ministre des Sports, téléguidée par le club. On se rend compte que quand il tweetait sur l'actualité du club, il faisait valider ses tweets à l'avance par le directeur de la communication du club. Donc en fait, le PSG avait un lobbyiste, c'était pas n'importe lequel vu qu'il était vice-président, au cœur même de l'Assemblée nationale. Donc tout ça montre en fait sur une très longue période qui a commencé sous Nicolas Sarkozy et qui s'est poursuivie sous Emmanuel Macron, en fait, la puissance et l'influence de ce club et de son actionnaire, le Qatar.
Ce que vous racontez là, c'est quand même absolument scandaleux. On l'imagine, on le voit. On se rend d'autant plus compte à la lecture de votre enquête. D'ailleurs, on invite les téléspectateurs à aller voir ça sur Mediapart. Néanmoins, depuis sa publication, on l'a dit en intro, le 4 janvier, alors évidemment, la presse écrite il y a eu l'écho dans la presse écrite, mais la presse audiovisuelle, rien du tout. Il y a l'association Attaque qui s'en est émue hier par ce tweet, vous l'avez sans doute lu. On le voit à l'écran, je le lis. Cela fait 80 heures à ce moment-là que Mediapart a révélé que Darmanin avait aidé le PSG à ne pas payer entre 67 et 224 millions d'euros d'impôts lors du transfert de Neymar. Dans une démocratie fonctionnelle, ce sont leurs mots, tous les médias devraient discuter de la date de sa démission, mais nous sommes en France, point, fermez les guillemets. Quelle est votre réaction quand vous avez lu ce tweet ? Vraiment, encore une fois, je ne me l'explique pas, mais je suis vraiment surpris de ce silence des médias audiovisuels. Alors, on en parlera sans doute juste après, mais il y a quand même certains confrères qui ont fait le job en interrogeant là-dessus la ministre des Sports. Mais c'est vrai que je suis extrêmement surpris qu'il n'y ait pas de sujet là-dessus. Vous avez été invité ? Vous êtes pour le moment les seuls à nous avoir invités dans les médias audiovisuels. C'est quand même particulier quand même. Oui, mais encore une fois, moi, évidemment. Mais en effet, c'est très étonnant. Voilà. Et j'avoue que je ne me l'explique pas vraiment. Alors, effectivement, comme la transition est toute trouvée, ce n'est qu'hier que nous avons pu voir une réaction d'un membre du gouvernement. C'est la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a dû commenter l'affaire au micro de nos confrères de RMC Sport. On regarde tout de suite. Écoute, j'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Voilà, il n'y a rien d'illégal dans cet examen qui a été fait. Neymar est venu en France et a concouru à la richesse de notre pays et à rayonnement une partie de notre foot. Voilà, je n'ai pas de commentaire à faire, encore une fois, rien d'illégal dans tout ça et mon ministère n'a pas été du tout associé à ces dimensions-là. Donc voilà, c'est absolument sans commentaire de ma part. Non, écoutez, je ne souhaite pas faire de commentaires complémentaires, je vous l'ai dit, voilà. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Hormis peut-être un petit malaise assez palpable chez la ministre, qui prend néanmoins la défense de Darmanin en affirmant qu'il n'y avait rien d'illégal dans cela, et aussi en précisant que son ministère n'a pas été associé, je cite, à ces dimensions-là. Est-ce que vous êtes convaincu de la réponse de la ministre ? Alors, sur le fait que son ministère n'a pas été associé, en tout cas, moi, je n'ai aucun élément montrant qu'il l'a été. Ouais, le précise quand même. Et de fait, c'est un problème fiscal, donc c'est normal que ce soit Bercy qui s'en occupe. C'est clairement pas la compétence du ministère des Sports, donc là-dessus, je la crois tout à fait. Par contre, ce qu'on voit vraiment, c'est l'immense embarras de la ministre. Elle répète 4 fois, je ne veux pas faire de commentaires, je ne veux pas faire de commentaires, je ne veux pas faire de commentaires. Donc ça veut dire qu'elle refuse à 4 reprises de s'expliquer sur les faits, en tout cas d'expliquer la position du gouvernement sur les faits, même si en effet, c'est pas elle qui a géré directement le dossier. Et la seule chose qu'elle dit sur le fond, c'est il n'y a rien d'illégal. Alors, sur ce point-là, évidemment, ce sera à la justice de trancher. Une affaire judiciaire est en cours. Ce qu'on peut quand même souligner, c'est qu'il y a l'un des protagonistes de l'affaire, donc le directeur de la communication, enfin l'ancien directeur de la communication du PSG, qui est aujourd'hui mis en examen pour corruption sur ces faits précis, c'est-à-dire sur le dossier Neymar. Donc évidemment, une mise en examen ne veut pas dire culpabilité, ça ne veut pas dire non plus, ça c'est encore une fois la justice d'en décider, que d'autres protagonistes de l'affaire vont l'être par la suite, mais ça veut dire qu'il y a quand même un juge d'instruction indépendant qui a estimé, au vu des éléments qu'il avait des indices graves ou concordants, c'est la définition d'une mise en examen, selon lesquels il y a pu avoir de la corruption dans cette affaire. Voilà. Alors, encore une fois, tout le monde, toutes les personnes mises en examen bénéficient de la présomption d'innocence. Il y a une enquête en cours qui n'est pas terminée, mais le fait de savoir si le traitement de ce dossier Neymar était légal ou pas, c'est une question qui se pose. Encore une fois, on n'a pas encore la réponse avec certitude aujourd'hui, parce que l'enquête est en cours, mais donc on ne peut pas l'affirmer aujourd'hui, mais la question est clairement posée, ne serait-ce même par le fait qu'il y a déjà une mise en examen dans cette affaire. Merci beaucoup, Mylène Philippin, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste au service enquête de Mediapart, auteur de « Quand le ministre Darmanin se faisait conseiller fiscal du PSG au détriment du Trésor public ». C'est le titre de votre enquête que l'on peut donc lire en ligne. À bientôt. À bientôt. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir.